Aurélie Julia. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes directrice de la revue, de la très belle revue des Deux Mondes qu'on lit avec beaucoup d'intérêt à chaque parution. Le dernier numéro vient de sortir avec pour titre, et c'est dans certains cas de circonstances en ce moment, Bêtises en politique, mais c'est d'abord du numéro des mois de mai et juin sur lequel je voudrais qu'on s'attarde ensemble dans les premières minutes de cet échange. Il est consacré aux Juifs en France. L'histoire oubliée, c'est le titre qui embarque la couverture avec des contributions du grand rabbin de France Raïm Corsia, de Perrine Simon Naoum de l'ENS ou de Gilles William Golnadel. On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi de mettre en avant cette histoire maintenant et en quoi elle renvoie chez vous à une préoccupation? Alors vous savez, dans la revue des Deux Mondes, nous sommes dans le temps long et les numéros se décident vraiment très en amont. Et ce qui a été un peu le déclencheur, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre et les actes antisémites qui se sont déroulés en France et cette poussée de l'antisémitisme. Et on a voulu mettre en avant cette idée, cette vérité, que l'identité française et l'histoire française ne peut s'écrire et se comprendre sans la présence des Juifs en France. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce numéro. Alors que l'antisémitisme, vous le disiez, connaît un pic exponentiel depuis le 7 octobre, on a pu suivre hier les chiffres révélés par Europe 1 à partir d'une source de renseignement, plus 73% depuis le début de l'année. Vous nous proposez une plongée sélective et diversifiée dans l'histoire des Juifs en France, de l'Antiquité à nos jours, une histoire que vous qualifiez d'oubliée, notamment parce que pas suffisamment enseigné en rapport avec le récit notamment de l'histoire républicaine. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y a un très bel article de David Reinhardt qui nous explique que cette histoire juive, française et mondiale est très peu enseignée à l'école et elle se réduit à 4 événements. Et par exemple, on ne parle pas de l'expulsion des Juifs de 1394, on parle de l'affaire Dreyfus, mais on ne parle pas des belles choses et des choses affreuses qui se sont déroulées sur le territoire français. Comme s'il n'y avait pas de continuité dans cette histoire. Exactement. On fait des focus sur certaines choses et il n'y a pas de linéarité, alors qu'on sait très bien que l'histoire est linéaire. Donc, si on n'a pas cette connaissance, on va brandir l'excuse « je ne savais pas ». On ne pourra plus la brandir en lisant le numéro de la revue des Deux Mondes. Est-ce que ça génère aussi parfois chez certains publics l'idée que les Juifs ont toujours été des étrangers à la France? Ce qui est faux, ce que montre Pierre Salmona, d'ailleurs, qui est le directeur du musée d'art juif, parce qu'il y a des preuves archéologiques qui prouvent la présence des Juifs au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc avant la présence des chrétiens. Et ça se passe même par des faits concrets. Donc ça, on ne pourra pas nier. Ils ne sont pas du tout étrangers. Ils sont intégrés en France. Mais le fait qu'on ne l'enseigne pas, est-ce que ça peut susciter aussi cette idée qu'ils viennent d'arriver, en tout cas depuis, disons, les années 60 ? Moi, je trouve que l'école est très fautive. Alors c'est facile de trouver on cherche toujours des coupables aussi, mais je pense que c'est une des grandes causes à laquelle il faut absolument remédier très rapidement. Est-ce que ça dit aussi quelque chose du rapport de la France, de la République aux Juifs, non pas comme citoyens, mais comme groupe organisé, comme communauté? Oui, on parle toujours de ça, ils sont communautaires, ils ne veulent pas s'intégrer, s'assimiler. Encore une fois, ce qui est faux, et on a bien vu ce qui s'est passé pendant Vichy. Et on a un très bel article de François Heilbronn aussi qui explique l'amour des soldats juifs, enfin qui se sont engagés, qui sont morts au champ d'honneur. On a tout ce bel article-là. Donc on ne peut pas du tout parler de communautarisme. Aurélie Julia, en lisant la revue, on note que les représentations des Juifs ont beaucoup évolué dans l'histoire, et en France en l'occurrence. On les présente aujourd'hui, à en croire les études d'opinion, comme disposant, voire manipulant les pouvoirs notamment médiatiques. Un imaginaire collectif qui se fonde souvent sur un fond d'ignorance historique. Ah oui, totalement. Enfin, quand on n'a pas d'argument, quand on dit que son chien a la rage, je ne sais plus quel est le... On veut le tuer, on dit qu'il a la rage. Voilà, quand on veut le tuer, on dit qu'il a la rage. Et on voit le mal partout. Ce sont des arguments qui sont larvés, je dirais, et qui n'ont aucune consistance, puisque encore une fois, si on se plonge dans cette histoire, ce qu'on propose dans la revue des Deux Mondes, on se rend bien compte que tout est faux, en fait, vraiment sur ce pouvoir médiatique. Alors si on s'intéresse au moment aussi où paraît cette revue, alors c'est le numéro des mois de mai et juin, je me suis posé cette question-là parce que cette histoire des Juifs en France a toujours reposé sur une relation certes très complexe, parfois même ambivalente, mais souvent intime entre les Juifs et le pouvoir qui protégeait les Juifs, notamment au Moyen-Âge. Les inquiétudes du moment autour de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite aux législatives, peut-être dimanche, et à l'Élysée en 2027 pour la présidentielle, mais aussi la poussée de l'extrême gauche depuis en particulier 2022. Est-ce que tout ça a parlé avec cette histoire et avec le pouvoir qui protégerait les Juifs et qui désormais pourrait être une menace? C'est une grosse menace, là, ce qui se passe en ce moment.
Pour parler vraiment, rapidement de ces élections, moi je peux vous dire que je suis totalement sonnée dans l'incompréhension totale de cette dissolution rapide, dans le désarroi des résultats des élections de dimanche, et un peu vraiment dans l'inquiétude. Alors on voit ces désistements de certains députés, on peut s'en réjouir, mais aussi, moi je suis un peu perplexe parce qu'on aura... Majorité absolue, ce sera une catastrophe, mais si on a une coalition, un gouvernement de coalition, ça sera aussi, dans les deux cas de figure, ça sera aussi une catastrophe, parce que toute la société va être bloquée, ce qui fera le jeu de Marine Le Pen, puisque aucune décision ne pourra être prise, et Marine Le Pen dira bien, voilà, c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à me donner cette majorité absolue. Donc, moi, là, j'ai du mal à être légère en ce moment. Qu'est-ce qui pourrait sortir de bien, de positif de ces élections? Alors, il y en a qui me disent, quand on est vraiment au fond, on peut rebondir. Alors, c'est ce qu'on propose un peu je fais une petite parenthèse dans ce numéro sur la revue de juillet et août, c'est qu'il faudrait rire de la situation, de la bêtise, c'est le meilleur remède pour lutter contre ça. Je voudrais penser être plus légère, penser aux Jeux Olympiques, penser à l'été et tout nous. À l'Euro, au Tour de France, c'est la période. Mais c'est ça, exactement. Il est absolument impossible avec toute cette situation politique. Pour moi, incompréhensible. Je suis dans le brouillard vraiment absolu. Aurélie Julia, vous citez dans votre éditorial la définition de l'ignorance de Pierre Larousse. L'ignorance, ce fléau public auquel la société doit la plus grande partie des maux qu'elle souffre. À 4 jours du second tour des législatives, est-ce que vous diriez que la vague, la fièvre populiste est à comprendre en premier lieu par l'ignorance, par la méconnaissance des programmes, des intentions du Rassemblement national? Oui, j'entends beaucoup de choses sur Jordan Bardella, qui ne serait pas Jean-Marie Le Pen, qui ne serait pas Marine Le Pen, qui ne serait pas du Front National, que le GUD, tout ça, c'est une histoire passée. On sait très bien que c'est un bébé de Frédéric Chatillon et qui continue à le voir. Ce sont tous ces hommes de l'ombre qui sont derrière lui. Et que j'ai l'impression que les gens ont la mémoire courte et qu'il faudrait être plutôt dans l'histoire longue, comme on est dans la revue des Deux Mondes. On verra son vrai visage, mais je ne crois pas du tout à ces mains tendues, vers toute la communauté juive, par exemple. Et j'étais très surprise. Il n'y a pas eu de transformation? Non, pas pour moi. C'est un avis personnel. J'étais un peu surprise de ce que disait Alain Finkielkraut ou même Serge Klerfeld. Tout ça, ça m'a très, très surprise. Je voudrais, encore une fois, comprendre. Et le temps actuel ne nous laisse pas ce temps de réflexion. On est dans un temps très court, on est dans l'émotion qui nous fait prendre des décisions un peu hâtives et peut-être bête aussi, quelquefois. Et qui contribue aussi à l'accélération de l'histoire, parfois sans réflexion préalable sur les conséquences des choix importants qui peuvent être tout à fait, on dit que l'ignorant affirme et que le sage et le philosophe doutent et après amène une réflexion. Là, on est dans cette ignorance, moi je trouve, dans ce temps extrêmement rapide, ce temps de Twitter, en fait. On voit défiler les informations, on voit défiler ces désistements, mais on n'a pas ce temps nécessaire de recul, je trouve. Et on est dans cette accélération, dans cet affolement du temps aussi. Et de ce point de vue-là, c'est pas du tout anodin que Jordan Bardella soit l'une des stars des réseaux sociaux. Oui, exactement. Notamment TikTok. Notamment TikTok, exactement. Alors, on critiquait l'âge de Macron en disant qu'il était très jeune et qu'il n'avait aucune expérience politique. On vous présente quelqu'un qui a 28 ans, qui n'a pas fait grand-chose, il n'a pas beaucoup d'études et qu'il n'a jamais travaillé. On est un peu dans cette incompréhension aussi. Alors on dit pourquoi pas, mais non, mais on sait ce qu'on va perdre, on ne sait pas du tout ce qu'on va gagner. Je crois que les gains seront très très pauvres. Cette fièvre populiste, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée au fait qu'une partie grandissante de la population ne se sent plus entendue, qu'elle ne comprend pas pourquoi à Paris, pourquoi le pouvoir, pourquoi les pouvoirs ne les comprend plus? Ne les comprend plus, on a l'impression d'avoir une France en 1000 morceaux aussi. C'est ça qui est... Il n'y a plus de dialogue, hein, je trouve, et on est dans une société de rupture, de défiance, de clash. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu une caractéristique de la société française. L'extrême polarisation. Oui, et puis on n'est pas du tout dans cette culture du compromis, qui n'est pas de compromission, il faut faire attention. Et que, alors, est-ce dû à ce pouvoir qui est très vertical, et que pour changer les choses, il faut forcément être dans le clash? Est-ce dû à nos origines aussi révolutionnaires, ou pour changer les choses, on a coupé la tête du roi, je ne sais pas. Mais je trouve qu'à ce petit jeu-là, on a les régimes des démocraties illibérales qui se profilent et des régimes autoritaires. Et moi, ce qui me surprend, c'est que j'entends dans la bouche de beaucoup de personnes autour de moi qu'il faut de l'autorité et de l'ordre, comme si l'autorité et l'ordre étaient les remèdes à tous nos maux. Et je ne vois pas comment ces incendies qui sont un peu partout en France pourraient être éteints en lançant de l'essence ou de l'huile. Vous vous inquiétez pour ce qui pourrait se passer dès dimanche soir? Ah oui, moi je suis très très inquiète. Je n'arrive pas du tout à être sereine. J'ai
J'essaye, mais je n'y arrive pas. Je suis très très inquiète par la situation. Alors il y a une autre inquiétude qui s'exprime dans le numéro consacré aux Juifs en France. Elle ouvre d'ailleurs la revue. C'est l'interview de Gilles William Goldnadel. Il est l'auteur d'un des grands succès de librairie de cet hiver-printemps, avec son journal de guerre écrit après le 7 octobre. Une interview intime, intéressante, vraiment, y compris pour ceux qui le connaissent déjà un peu, notamment en écoutant cette radio. Il intervient relativement régulièrement. Il symbolise selon vous l'opinion d'une partie de la rue juive ou des Juifs de France? Alors, ceux que je connais ne l'apprécient pas beaucoup, notamment dans ceux qui sont intervenus. Je ne citerai pas les noms. Il est assez clivant, en tout cas. Et quand je demande pourquoi, les gens se taisent. Alors, je ne sais pas trop comment vous répondre. Parce que moi, j'ai lu son ouvrage que je trouvais intéressant. Je sais qu'il peut être clivant, en tout cas. Il n'a pas froid aux yeux. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas du tout pour le gouvernement de Netanyahou. Il a pris des positions assez fortes qui peuvent déplaire certains. Mais en France, sur la situation en France, d'ailleurs, il met en rapport la situation d'Israël et de la France. Oui. Et il incarne aussi une forme d'inquiétude pour l'Occident de manière très générale. Oui, c'est un lanceur d'alerte, je dirais, et puis intelligent aussi, parce qu'il apporte des réflexions assez approfondies, mais il ne rassemble pas, en tout cas. Et à côté, dans la revue, il y a aussi le grand rabbin de France qui s'exprime, qui porte lui un message d'espérance. C'est son mot. Toujours. Moi, j'ai eu cette chance de le rencontrer. Il est toujours optimiste, cher Raïm Korsia. Et heureusement qu'on a cet article-là. Je l'ai encore croisé hier au café. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas espoir. Quand vous construisez la revue, est-ce que vous essayez toujours de ne pas laisser la place aux seuls pessimistes? Oui. Ils ont parfois raison, là, par ailleurs. Mais... Oui, on essaie d'être équilibré, justement, et d'avoir les deux côtés. Bon, là, je ne dirais pas qu'on a la branche LFI qui s'exprime dans la revue des Deux Mondes, mais... Oui, il faut des numéros, il faut des articles aussi un petit peu enlevés, sinon on va se pendre. Et c'est pour ça qu'il y a des numéros qui sont un peu plus légers, comme les numéros d'été qu'on essaye. Mais les temps sont durs, hein. Il faut avoir cette réflexion-là qui n'est pas toujours très heureuse et être optimiste. J'ai beaucoup apprécié dans ce numéro l'article de Perrine, justement, sur l'apport des médecins juifs en matière de génétique. Et j'ai découvert beaucoup de choses parce qu'ils ont une approche de la vie biologique un peu moins sclérosée, on va dire, par rapport aux chrétiens, au christianisme, par rapport à la vie. Et ils nous ont permis de faire des progrès conséquents sur les sciences, grâce à eux, en tout cas, sur notamment la régulation des naissances et puis ce projet évidemment qui est porté par Simone Veil après à l'Assemblée. Et c'est à lire dans le numéro de la revue des Deux Mondes de mai-juin consacré aux Juifs en France. Le dernier numéro consacré à la bêtise en politique vient de sortir. Merci beaucoup Aurélie Gillet d'avoir été avec nous cet après-midi. Vous restez avec nous si vous le voulez. Il y a Rachel Kahn qui va s'installer. Bonjour Rachel. Mais avant cela, on va écouter une ministre.